principe de cet atelier visio. Ce que je vous propose, c'est donc, de ne pas hésiter à poser vos questions si vous en avez au fil de l'eau, parce que vous allez voir, on va vraiment aborder, enfin Catherine va vraiment aborder, et aussi avec Anaïs de son équipe, plein d'aspects et plein de thématiques par rapport à la conception-rédaction. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous prenez le micro, bref, voilà, vous coupez, enfin, vous rallumez votre micro plutôt, et puis, dans ce cas-là, vous pouvez vous présenter à ce moment-là, comme ça, on sait qui vous êtes. Ensuite, s'il y en a qui sont un peu gênés ou ne veulent pas trop couper le rythme, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat, parce que moi, je regarderai régulièrement. Et dans ce cas-là, j'interrogerai. On a une musique de fond, de Jean de fond, je ne sais pas ce que c'est. Je proposerai à Catherine la question. Voilà, comme ça, si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis voilà, donc on arrive progressivement. Quelle heure est-il? Petite minute. Et puis comme ça, de toute façon, Catherine, tu vas pouvoir commencer. Ça va faire venir les derniers participants. Et comme le début, c'est la présentation de toi et de ton agence, ça tombe bien. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez tout à fait couper la vidéo sans problème, surtout l'audio, et pas après interférer pendant sa présentation. Et voilà, donc encore une fois, si vous avez des questions, soit par le chat, et avec des bonjours tout le monde aussi par chat, et puis soit par audio ou visio, enfin, vous n'hésitez vraiment pas, il n'y a aucun souci pour que ce soit aussi interactif, même si voilà, on est sur un outil de visio. Voilà, donc je te passe la main, Catherine. Oui. Et puis voilà, tu peux commencer. On est déjà 25 participants, donc allons-y. Bon, déjà, bonjour tout le monde, parce que je n'ai pas vu tout le monde, mais je suis assez contente que vous soyez nombreux pour qu'on vous présente l'importance de la conception-rédaction dans la communication, parce que c'est un métier qui est plutôt caché et qui disparaît un petit peu aussi dans les agences de com. Néanmoins, c'est une compétence dont on a vraiment besoin dans tous vos projets, vous en aurez besoin. Je vais arrêter ma caméra. Comme ça, il n'y a pas de problème de connexion. Est-ce que tout le monde voit bien le document? Oui, nickel. Ok. Voilà. Alors du coup, il y a plusieurs parties dans la présentation. On va présenter déjà l'agence et l'équipe qui est au sein de l'agence. Ensuite, le b.a.-ba en fait, de la conception-rédaction, le rôle des concepteurs-rédacteurs, les fondamentaux pour être concepteur-rédacteur et le rôle que la conception-rédaction a en communication. Et on en viendra après sur des exemples concrets de la naissance d'une marque à même la réalisation d'un événement. Alors, pour présenter l'agence, l'agence des origines a été créée il y a 6 ans par moi-même. On est une petite équipe en fait de passionnés par tout ce qui fait sens à la communication. Voilà, on est spécialisé dans tout ce qui est storytelling, identité de marque et de territoire. On maîtrise plusieurs volets en fait de la communication, mais sachant que pour nous, le plus important, c'est de maîtriser déjà le fond et d'arriver à définir et à aider nos clients à définir leur identité. On a du coup un slogan qui vraiment atteste cette identité-là, l'agence des territoires, puisqu'on fait la promotion de tous les territoires. Au sein de l'équipe, on a plusieurs personnes. Donc, il y a moi-même qui suis directrice de l'agence et conceptrice-rédactrice. Donc, moi, j'ai commencé en fait mon parcours par des études de langue et de français, et j'ai basculé en fait assez vite sur le marketing et la com. Et puis j'ai découvert un jour ce métier de conception-rédaction par hasard qui m'a passionnée, et du coup j'ai pas quitté en fait ce métier-là. J'ai été assez vite commercial et concepteur-rédacteur. Avec moi, du coup, j'ai Anaïs qui va présenter aussi le document, qui se spécialise en rédaction, qui est plutôt sur le web pour le moment, mais qui du coup touche un petit peu à tout à l'agence et qui va vous présenter sa partie. On a aussi Mélanie qui est chef de projet digital et qui s'occupe aussi de commercial, qui est en relation avec les clients. On a Paul qui est arrivé aussi cette année et qui est community manager, qui fait de la vidéo et des photos.
Et au pôle créatif, on a Margot qui fait de la mise en page de l'exé, un peu de déclinaison créative, et Thierry qui est notre plus vieux directeur artistique, mais qui est un vrai grand créatif, qui est aussi concepteur-rédacteur. La conception-rédaction en agence. Alors, qu'est-ce que c'est en fait être concepteur-rédacteur? Si vous avez des questions, vous me le dites ou vous m'écrivez. Juste, je vous propose juste de couper le son, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore coupé le son et c'est un peu bruyant pour le fond sonore. Merci beaucoup. Voilà, je suis en train de régler la chose. Merci. À toi, Catherine. Alors, le concepteur-rédacteur, en fait, c'est vraiment l'alter ego du directeur artistique. C'est le créatif des mots. Il se consacre aux mots, aux concepts, aux accroches. Et il travaille toujours en binôme avec le directeur artistique. Donc, en fait, dès le départ, il y a un brief qui est fait au concepteur-rédacteur par le commercial, voilà, qui va lui donner toutes les recommandations sur la stratégie de l'entreprise pour qui ils doivent faire leur travail de créa, les objectifs de communication, les cibles, etc. Donc, il donne le contexte et les contraintes. Et ensuite, le concepteur-rédacteur, en fonction du support sur lequel il doit travailler, doit trouver des concepts, doit trouver des accroches, rédiger les contenus. Et il travaille avec le directeur artistique qui va, lui, apporter sa touche créative visuelle, qui va s'occuper du graphisme, et ils doivent vraiment travailler corps à corps ensemble de façon à ce que les mots et le design soient en accord. Ensuite, il propose ça au commercial qui, du coup, s'il est convaincu, va le proposer à son client. Et si le client retient l'idée, on travaille vraiment sur la créa jusqu'à l'aboutissement. Ce métier-là, en fait, est un métier qui, depuis déjà longtemps, a tendance un peu à disparaître. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu pas mal de réductions budgétaires sur la com. Le deuxième point, c'est que c'est un métier qui est plutôt assez caché. Pas mal de personnes pensent que la rédaction, c'est à la portée de tout le monde, alors que ce n'est pas le cas. Pour être concepteur-rédacteur, il faut maîtriser vraiment la langue française, avoir une bonne culture générale, parce que bon, déjà, quand on fait de la rédaction, il faut vraiment savoir écrire, les syntaxes, la grammaire, etc. Il faut maîtriser tout ça. Mais il faut aussi avoir une bonne culture générale parce que parfois, en fonction de la cible, on peut s'adresser à une cible de 40 ans, 50 ans, des jeunes. Et du coup, ça nécessite de maîtriser l'histoire, la culture, l'art, les tendances de consommation. Donc voilà, ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Il faut aussi avoir une bonne dose de créativité. Parce qu'un concepteur-rédacteur, c'est un créatif aussi, comme le directeur artistique, et savoir jouer avec les mots, avoir une idée qui vient assez facilement, rebondir quand le client ne valide pas des idées pour trouver d'autres idées. Donc les fondamentaux, c'est quoi? C'est déjà trouver des idées, avoir des idées, et associer à ces idées-là le poids des mots. Donc il y a le concept, mais derrière, il y a aussi la rédaction. Donc, on peut avoir plusieurs idées et derrière, il faut les transformer en mots. Pour par exemple, une campagne publicitaire, avant de concevoir une campagne publicitaire, il faut déjà qu'on ait des idées. Et avec ces idées-là, le concepteur-rédacteur va du coup trouver des slogans publicitaires et rédiger après les contenus. Pour un nom, par exemple, une signature, c'est la même chose. Le travail est le même. On a un brief au départ et ensuite on va avoir, avec les études qu'on peut faire de tendance, de consommation, de tout ce qui peut sortir, on va proposer plusieurs idées et derrière on va y mettre des mots qui seront validés ou pas par le client et qui vont permettre après de dérouler tout le reste des projets. Donc voilà, du coup, le concepteur-rédacteur travaille vraiment avec le directeur artistique, mais aussi avec le commercial, qui lui va maîtriser vraiment la stratégie marketing du client dans son brief initial et qui va permettre du coup au client de s'y retrouver. Le client, lui, il a une demande et derrière, l'agence va la transformer en créatif. Alors, pourquoi le métier de concepteur-rédacteur est essentiel? Il est essentiel parce que savoir ce qu'on veut dire, c'est bien, j'ai repris une citation, mais savoir comment le dire, c'est essentiel. Le concepteur-rédacteur est vraiment un pilier dans la communication parce qu'il est
spécialisé dans les mots, les concepts. Il va du coup avoir la capacité à proposer tout un tas d'idées et à les résumer de façon très synthétique sous forme de mots. Il adapte son discours selon le produit, selon le service, selon la cible, selon le brief. Et pouvoir dire des choses de façon très simple, c'est très compliqué. Ça peut paraître compliqué. Il faut avoir une certaine facilité en fait à s'exprimer, à jouer avec les mots. Quand on fait par exemple une annonce presse et que le consommateur a très peu de temps pour déchiffrer le message, il faut vraiment trouver très simplement les meilleurs mots pour le toucher, pour qu'il comprenne de quoi on parle et pour qu'il sache où on veut l'emmener. Voilà, sur une annonce presse, c'est le cas, mais sur tous les supports, que ce soit sur la rédaction d'un article dans un blog, que ce soit sur une publication sur les réseaux sociaux, sur une 4x3 où on a que quelques secondes pour comprendre qui parle, de quoi il parle et qu'est-ce qu'il nous veut. Et tout ça, en fait, ça nécessite une réelle capacité à synthétiser des informations, à les rendre excitantes, à les rendre sexy. C'est tout l'objet en fait de la publicité. Alors, je vais vous donner maintenant des exemples concrets de la façon dont la conception-rédaction s'exprime dans vos projets de communication. Donc, la conception-rédaction dans la création d'une marque, d'un produit, la création du nom d'une entreprise. Choisir le nom d'une entreprise n'est pas hyper facile. Je vous avais sans doute été amené à trouver un nom pour votre entreprise et on ne sait pas toujours par quel bout commencer. Le nom d'une entreprise doit refléter votre vision, vos valeurs, votre positionnement. Elle doit aussi vous permettre de vous différencier de vos concurrents, être prononçable et compréhensible. Elle doit aussi être mémorisable et disponible, bien évidemment, juridiquement. Le concepteur-rédacteur, qu'est-ce qu'il va faire quand vous devez trouver le nom d'une marque ou d'un produit ou d'une entreprise? Il va vous aider à trouver un nom qui respecte vos critères. Mais il va aussi travailler avec le directeur artistique en binôme par la suite pour vous aider à mettre graphiquement votre nom et à le rendre cohérent dans ce que vous voulez exprimer. Je vous donne des exemples de noms que vous connaissez sans doute. Innocent, c'est une marque du coup de smoothie qui est née en Grande-Bretagne. Et son nom, en fait, s'appuie sur, le nom Innocent s'appuie sur les valeurs de l'entreprise et sur ce qu'elle promet à ses consommateurs. Donc, elle insiste sur le naturel des recettes conçues à partir de fruits tout nus, donc innocents, le tout sur un ton décalé, humoristique et spontané. Je pense qu'ils ont dû passer pas mal de temps à trouver ce nom-là. Parce que des noms de jus de fruits, c'est pas évident de trouver quelque chose qui va parler à leurs consommateurs et qui ne sera pas déposé. Oasis, Oasis, c'est un nom qui est hyper simple et qui évoque de suite l'univers dans lequel la marque veut nous emmener. Très évocateur du coup de nature, qui fait écho à l'eau, à la fraîcheur, au plaisir, à la profusion. Et c'est exactement sur ça que la marque base toutes ses campagnes de communication. Je vous donne des exemples de noms qu'on a, nous, sur lesquels on a travaillé. Les origines, donc déjà, pour commencer, on parle de nous. Alors, ce nom, en fait, il est arrivé assez vite sur le papier parce qu'on cherchait quelque chose qui se démarque des agences de communication, qui n'exprime pas forcément la technologie, qui ne soit pas un nom anglicisme, avec des anglicismes ou un nom un petit peu tiré par les cheveux. On voulait quelque chose de simple qui parle aussi à nos clients et qui exprime surtout notre positionnement. Donc un nom vecteur d'authenticité qui évoque sur quel curseur nous basons nos services, c'est-à-dire qu'on travaille pour des entreprises qui veulent valoriser leur savoir-faire lié à un territoire, donc les origines. On veut mettre en lumière en fait toutes les origines, avec du coup au niveau du graphisme le G central qui évoque la géolocalisation et qui certifie notre positionnement local.
La maison Théas. Alors là, on n'a pas eu un gros travail de changement d'identité. La maison Théas était avant la ferme Théas. L'entreprise voulait gagner en qualité, en image, et puis évoquer davantage l'esprit familial de cette entreprise. Donc, on a travaillé avec le dirigeant et puis on lui a proposé plusieurs noms, plusieurs évolutions, et on est tombé sur Maison Théas parce que ce nom-là évoque l'esprit de famille de l'entreprise, la variété et la qualité des produits. On y a ajouté une dénomination agriculteur et producteur parce qu'il ne voulait pas perdre ses clients qui le voyaient vraiment comme un petit producteur. Donc, on a ajouté cette dénomination-là, qui lui donne son caractère authentique et qui lui permet aussi de faire la différence avec la concurrence qui souvent parle de goût, de recettes, de tradition, mais qui ne pouvait pas affirmer aussi fortement cette promesse-là que cette entreprise est une entreprise d'agriculteurs et de producteurs. Alors, Sarat, qui est une entreprise basée du côté de Saint-Glady. Donc là, la transformation n'est pas non plus énorme. Néanmoins, quand on est concepteur-rédacteur, chaque lettre, chaque mot compte. La dénomination SFEI qu'ils avaient auparavant était assez floue, et que dans l'esprit de leurs clients, je pense que personne n'était capable de dire ce que ça signifiait. Donc, on a décidé de le supprimer pour apporter de la simplicité à ce nom. On a voulu mettre l'accent sur Sarat, qui est le nom du fondateur de l'entreprise, qui est un nom en plus local. Et on a changé aussi les dénominations qui étaient positionnées sous Sarat, comme par exemple l'énergie renouvelable qui veulent tout et rien dire. Donc on a été un peu plus précis et simple. Un autre exemple, alors là c'est un produit qui n'est pas encore sorti. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne connaissais pas moi-même. C'est un objet en fait qui permet d'harmoniser les ondes chez soi et qui permet un bien-être personnel parce qu'on est chez soi en fait, on a la Wi-Fi, on a la télé, on a plein d'objets qui peuvent perturber la résonance naturelle du corps. Donc il fallait qu'on trouve un nom. Ce produit-là a vocation à être exporté à l'étranger. Donc, on a beaucoup travaillé on a fait des recherches déjà sur les tendances de consommation, la cible, etc. Et on est tombé sur Equity, qui évoque l'équilibre en fait dans les harmonies, la douceur aussi dans la sonorité du mot, parce que c'est vrai que la sonorité d'un mot est hyper importante. Elle évoque des choses déjà, rien qu'en la prononçant. La rondeur aussi de la langue anglaise, qui aussi est compréhensible plus facilement que le français. Et la notion de bien-être qui était importante aux yeux du client. La deuxième étape, qui vient souvent après la création d'un nom, c'est la signature. La signature d'une entreprise peut changer au cours de sa vie. Elle peut changer en fonction des tendances, en fonction de l'évolution même de l'entreprise. Ce qui ne change pas, c'est souvent son nom. Et cette signature, en fait, le but, c'est d'exprimer fortement la promesse qu'elle fait au consommateur. La signature est aussi importante que le nom d'une entreprise parce qu'elle permet de guider l'entreprise dans ses actions de communication, dans son parcours de développement. On inscrit en fait la promesse que l'on fait aux consommateurs et elle nous permet de nous guider dans les choix que nous pourrions faire de partenariat, d'action, de communication. J'ai pris l'exemple de Nike, par exemple Just Do It, qu'on connaît tous. La signature, en fait, elle indique au consommateur quoi? Elle n'indique pas que les chaussures sont de super bonne qualité. Elle indique au consommateur qu'avec son produit, il peut tout faire, il peut se dépasser. Voilà, fais-le, juste fais-le. Prends mes produits, achète mes Nike et dépasse-toi. Et cette promesse-là, elle est quand même assez forte. On ne parle pas de qualité ni d'origine, mais on parle d'un avantage que l'on amène à son consommateur. Fleury Michon, qui a changé plusieurs fois de slogan,
cette année, le slogan suivant, faire de notre mieux pour que vous mangiez mieux. Alors après, on est d'accord ou pas sur la qualité des produits. En tout cas, ce slogan est quand même fort en termes de promesses. Il affirme un combat. Donc là, on est vraiment dans une revendication forte pour une consommation saine. La promesse d'assurer à des consommateurs une démarche qualitative et saine dans la confection de leurs produits. Et on le voit d'ailleurs dans tous leurs supports de communication. Cette signature-là, on la retrouve dans le discours de leurs annonces presse, sur leur packaging, sur leur site internet. Ils ont développé pas mal de pages sur le site qui prouvent leur promesse. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et il faut bien sûr, évidemment, vérifier que le slogan ne soit pas déposé. Parce que souvent, quand une idée arrive vite, c'est qu'elle a déjà été trouvée par quelqu'un d'autre. Par rapport au slogan qu'on a pu travailler, nous, on a rechangé notre slogan cette année. Avant, on avait comme slogan Agence de communication engagée, qui était le slogan qui nous allait à l'époque, parce qu'on était plutôt assez revendicateurs, fiers. Mais on a décidé de le changer parce qu'en fait, on avait une image un peu trop associée à l'agence locale, l'agence paloise, l'agence du Sud-Ouest, alors que la vocation de l'agence est de défendre tous les territoires. Ce slogan n'était pas déposé, donc on a choisi de le changer cette année pour arriver en fait justement à élargir un petit peu notre bassin de clientèle. La ferme de l'Enclave, c'est un client c'est un producteur de porc qui le transforme et qui le vend. C'est un client qui, dans sa personnalité, il existe depuis 30 ans, a vraiment une personnalité très joyeuse, c'est la bonhomie même. Et la création de ses produits exprime cette bonhomie-là. Donc on a voulu, il n'avait pas de slogan, on a voulu lui apporter cette touche de gourmandise alliée à à l'humour. Donc l'envie en rose, qui en plus peut parler à sa cible, qui fait référence à une chanson française connue, puisque sa cible est plutôt assez âgée. Donc voilà, on lui a proposé plusieurs slogans, il a retenu celui-là, et c'est vrai que cette signature-là, elle lui colle bien, parce qu'elle le suit sur tous ses projets de communication, il y a toujours cette touche d'humour dans tout ce qu'il entreprend. La maison Théas, donc après avoir travaillé sur le nom, il fallait trouver une signature qui lui colle à la peau. La signature rappelle l'ancrage territorial de cette marque, le savoir-faire local et la qualité aussi de ses produits, la passion qu'il y met dans cette recherche de goût. Le fondateur qui est jeune, il n'a même pas 30 ans, a un savoir-faire qui est familial, transmis de génération en génération. Et c'est aussi un amoureux des Pyrénées. Il vit en fait au pied des Pyrénées, il fait du VTT. On voulait exprimer vraiment cet attachement qu'il a aux Pyrénées. Et puis en plus, la marque Pyrénées aujourd'hui évoque déjà plein de choses fortes. Donc on a voulu l'exprimer dans le slogan. Et cette signature est aussi le fil conducteur de tous ces supports de communication. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on le verra par la suite, l'attachement aux Pyrénées se retrouve dans ces publications également. Laserland. Donc là, c'est un complexe centre de loisirs, enfin un lieu de loisirs basé à Pau. On a ajouté un S à Laserland parce que, donc là, c'est aussi une subtilité de concepteur-rédacteur, parce qu'en fait, dans cet endroit, vous allez pouvoir trouver plusieurs activités, donc plusieurs mondes. À chaque activité correspond un monde. Et du coup, nous, on voulait l'exprimer. Donc, on a ajouté un S et puis aussi, on lui a trouvé en fait une signature en ayant été là-bas plusieurs fois qui exprime ce que l'on retrouve, ce que le consommateur va retrouver. Donc, vivez votre imagination. Elle promet en fait, cette signature, de rendre réel des moments de rêve, de rendre réel l'imaginaire que l'on peut avoir chacun en nous. Et du coup, le client qui nous a validé ce slogan a trouvé que ça exprimait complètement ce qu'il voulait faire passer comme message à ses clients et ce qu'ils disaient eux-mêmes en sortant de ce lieu. Si vous avez des questions sur le nom, la signature, n'hésitez pas.
On va passer au storytelling et au brain content, qui sont deux choses différentes, mais qui sont deux choses qui s'entrecroisent. Et là, je vais laisser la parole à Anaïs. Oui. Alors, d'abord, il suffit de traduire le concept du storytelling. Alors, le concept du storytelling, c'est quoi? C'est l'art de raconter des histoires. Et c'est vrai que c'est une technique qui est utilisée depuis très très longtemps et souvent en politique. Il ne s'agit pas seulement de raconter une histoire, mais vraiment de la mettre en scène et de transmettre une vérité. De ce point de vue, donc le storytelling n'est pas seulement un art du récit, mais il s'agit également d'utiliser des mots pour transmettre des émotions et convaincre les personnes. Jensen appelle ça également du coup la Dream Society. C'est ainsi un modèle de société qui est en train d'émerger où on place l'émotion et le cœur au cœur des préoccupations et non plus uniquement l'information technique et la pensée rationnelle. Donc ensuite, là c'est un exemple donc du storytelling de la ferme Le Bella. Alors là, on a utilisé donc la rédaction, les mots pour raconter l'histoire de cette entreprise, donc qui est une entreprise familiale qui a été transmise de génération en génération et qui est actuellement aux mains de 2 frères qui ont à cœur de produire des produits laitiers de qualité, béarnais et également bio. Et dans ce storytelling aussi, on transmet tout le caractère unique de ces produits qui mettent en avant également le bien-être de l'animal. Voilà. Et donc, ce storytelling-là est traduit du côté du graphisme avec tout un concept autour donc, du béarn, du bien-être animalier et des produits. Donc, on retrouve quand le béarn se fait bio, qui transmet les valeurs donc, de cette entreprise. Également tout ce qui est artisanal, plaisir, qui traduit vraiment la qualité des produits, 100% naturel, savoureux. Et tout cet univers graphisme va se retrouver sur l'ensemble des supports de communication de cette entreprise. Ensuite, nous avons le brain content, qui est traduit en français par le contenu de la marque, donc qui désigne le contenu éditorial de marque ou la production stratégique de contenu. Alors, ce brain content peut prendre la forme ou être scénarisé dans un storytelling, mais pas que. On peut également réaliser des reportages, des enquêtes sur le savoir-faire, autant d'exemples de contenus qui ne sont pas assimilables à du storytelling. Par exemple, les marques sont particulièrement bien placées pour diffuser ce qui relève de la culture matérielle. Voilà. Pour compléter juste ce que tu dis, le storytelling, c'est quelle histoire on raconte, comment on fait pour que cette histoire touche nos consommateurs, hein, parce qu'on ne raconte pas l'histoire qu'on a envie de raconter forcément. Il faut que l'histoire soit bien racontée, elle soit belle et qu'elle parle à notre cible. Et le brand content, c'est comment en fait on va démontrer que cette histoire existe, qu'est-ce qu'on va apporter à notre cible comme information intéressante. On n'est pas dans la démonstration d'arguments, mais on est dans qu'est-ce que j'apporte à mon consommateur d'utile. Voilà. Par exemple, une marque de foie gras, elle peut conseiller à son consommateur une façon de le consommer, de le conserver. Et ça, c'est du brand content. Donc, publier, par exemple, sur ses réseaux sociaux, des contenus, rédiger un article. Oui, donc c'est ce que vous venez de dire ici. Donc, pour la Maison Théâtre, par exemple, à l'approche des fêtes de fin d'année, nous avons eu l'idée de publier sur son site internet un article démontrant justement tout son savoir-faire et des informations utiles donc pour guider les consommateurs à choisir leur foie gras de canard à l'approche des fêtes. Donc, c'est un contenu utile qui met en avant l'expertise de la marque. Et que de l'autre côté, pour l'agneaudet des Pyrénées, c'est un post sur les réseaux sociaux qui propose une recette à base d'agneaudet des Pyrénées à retrouver. Donc, cette recette à retrouver sur le site de l'agneaudet des Pyrénées. Donc, la différence, c'est ce que vous venez de dire, Catherine.
Donc, entre le brand content qui va apporter un contenu utile lié à la marque et à l'expertise de cette marque et qui doit du coup apporter quelque chose au consommateur et lui rendre service. Tandis que le storytelling, lui, va mettre donc en avant les valeurs, l'ADN de l'entreprise et donc va devoir jouer sur l'émotion, sur la diversité des signes de la marque et tout ça, le mettre en scène. C'est le but vraiment du storytelling, c'est comprendre la marque et comprendre son positionnement et ses valeurs. Mais le storytelling comme le brand content ont leurs limites. Aujourd'hui, avec l'essor du brand content, certaines marques s'autorisent et pensent qu'elles sont les nouveaux acteurs culturels des temps modernes, ce qui n'est pas toujours justifié. Les marques de luxe notamment font aujourd'hui avec l'art ce que Benetton a fait avec la politique dans les années 80. Elles s'imaginent avoir une mission artistique, être les nouveaux chevaliers de l'art. Donc c'est Olivier Assouline qui a dit cette phrase. Donc il faut faire attention aux dérives nées des effets de mode parce qu'elles sont une sorte de limite et risquent d'occulter le véritable intérêt des nouvelles formes de communication, qu'il s'agit donc de la communication narrative, donc le storytelling, ou de la communication par les contenus, le brand content. Oui, il ne faut pas oublier en fait qu'on a dans le contenu que l'on peut apporter, comme par exemple Pampers, qui pourrait sur son site internet apporter des conseils aux mamans ou aux papas pour bien conserver les petites fesses de leur bébé. Ça, c'est une information qui peut être utile à sa cible. Derrière, donner en fait des conseils sur comment éduquer son enfant, etc., ça peut paraître un peu éloigné de ce que la marque peut proposer à sa cible. Donc, ce n'est pas toujours évident de savoir où positionner le curseur. Déjà, il faut bien connaître sa cible, il faut bien savoir à qui on s'adresse. Et ce n'est pas toujours le cas de nos clients qui, quand ils nous font une demande, parfois ont l'impression de connaître leurs consommateurs, mais ne les connaissent pas forcément bien. Et du coup, ce qui nous amène à avoir des difficultés à proposer des contenus précis, ignorant vraiment quelle est leur cible. Donc, c'est tout le marketing, en fait, tout ce qu'il faut faire avant de faire de la com, puisque c'est le premier pas, c'est bien avoir fait sa stratégie marketing et bien connaître son marché. Alors, la campagne publicitaire, qui est personnellement ce qui me plaît le plus. Pour concepteur-rédacteur, créer, en fait, trouver des noms, une signature ou créer des campagnes publicitaires, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, elle correspond, en fait, la campagne publicitaire à toute une série d'actions qui sont médiatisées pour toucher une cible en fonction d'un objectif de communication qui a été défini. Ça peut être des campagnes, des annonces presse, ça peut être de la radio, de la télé, ça peut être des supports digitaux, ça peut être des totems, il y a plein de choix différents. Le concept publicitaire, en fait, c'est quoi ? On a toujours un brief, comme sur tous les projets, on a un brief de départ, on sait qu'on va toucher une certaine cible, on a notre plan média qui est fait. Le concepteur-rédacteur, en fait, il va devoir trouver une idée pour toucher ma cible sur l'annonce presse, la 4x3 ou la radio ou le digital, les réseaux sociaux, peu importe, par rapport à la concurrence. Donc, qu'est-ce que je vais faire en sachant qu'on est noyé d'informations, que le consommateur a plein de marques qui s'expriment, comment je vais créer la différence, comment je vais attirer l'œil. Donc, il va travailler sur des concepts qui vont répondre aux objectifs fixés dans le brief. Et à partir de ces concepts, l'exemple de Danette, les places debout de cet abribus vous sont offertes par Danette. Là, en fait, ils font référence à leur slogan, à leur signature, pardon, et en même temps, ils jouent avec le mobilier urbain. Donc derrière, il fallait trouver une phrase pour le définir, et le slogan publicitaire qui a été trouvé permet d'exprimer tout ça.
Donc là, on a encore notre binôme concepteur-rédacteur et directeur artistique qui vont travailler ensemble pour, d'un côté, en fait, valider un concept, trouver un slogan publicitaire fort, et de l'autre, y mettre l'image qui y correspond le mieux. Là, on vous a mis des exemples de campagnes réalisées pour l'Uzardiden, la station de ski du groupe NP. Cette station n'avait pas fait appel à une agence de com pendant de très nombreuses années. Du coup, ils avaient vraiment un déficit d'image, de notoriété. Donc, on a trouvé un concept sur la slide d'après. Je ne sais pas si on va le voir. Non. On avait trouvé au départ un concept EasyLus pour indiquer en fait la simplicité, la facilité de ski que l'on avait dans cette station. Et ils nous ont demandé de repositionner la station sur la beauté et la grandeur du domaine skiable, parce que c'est une station qui est 2 fois plus grande que Cauterets, qui est son principal concurrent, mais qui est méconnue. Voilà, les consommateurs ne savent pas toujours qu'à Luzardiden, il y a 60 km de piste et non pas 30 comme Cauterets. Donc, on a travaillé du coup à notre slogan, ce qui est grandeur nature, pour évoquer cette idée-là. Et cette idée, on l'a bien sûr déclinée sur l'ensemble du plan média. Voilà, sur des totems, en radio, au cinéma. Donc, pour que l'idée fonctionne, il faut qu'elle soit déclinable facilement. Pour le Tourmalet, donc, qui est la plus grande station des Pyrénées françaises, le travail qu'il fallait faire, c'est de dire que c'était la plus grande station des Pyrénées françaises. Et donc, du coup, on a fait plusieurs supports de communication, dont un film avec un slogan qui disait l'expérience pyrénéenne XXL. Et cette expérience pyrénéenne XXL, il fallait la démontrer sur tous les supports. Donc là, en fait, c'était montrer la grandeur des domaines, du domaine skiable, des visuels en grand, montrer qu'on voyait toute la chaîne des Pyrénées, et tous les textes qui ont été rédigés aller dans ce sens. Comme là, comme vous voyez, si c'est une sponsorisation Facebook, une expérience à vivre en grand, ça a été exprimé à travers les différents supports. Ce document-là, on vous l'enverra dans tous les cas par la suite. Le piment d'Espelette. Alors là, c'était le syndicat du piment d'Espelette qui voulait rajeunir un peu l'image du piment. C'est vrai que le piment d'Espelette, on connaît tous, mais du coup, pour attirer une cible un peu plus jeune, il fallait trouver une idée. C'était en plus l'occasion des 20 ans du piment d'Espelette, donc on a trouvé un slogan qui parlait aussi aux touristes, puisqu'ils nous parlaient de touristes anglais, anglophones. Donc on s'est dit quoi? On s'est dit qu'Espelette était suffisamment connu, même si le syndicat définit plusieurs communes où on peut exploiter le piment d'Espelette. C'est à Espelette vraiment que ça a commencé. Donc on a trouvé ce slogan Espelette Your Life qu'on a décliné sur différents supports. Et du coup, cette idée-là exprime, vous mettez du piment dans vos plats, vous égayez votre vie, il y a de la joie, il y a de la couleur, il y a du goût. Voilà, on voulait que ça apporte vraiment de la joie. Une autre marque de tissage basque qui fait des chaises, des sacs, des coussins, etc. Là, le problème de cette entreprise, c'est qu'elle avait une image un peu vieillotte et pas de slogan. Donc, on lui a trouvé un slogan, enfin une signature plutôt, qui est devenue aussi un slogan publicitaire, l'esprit basque. Et on a voulu exprimer cet esprit basque en exprimant du coup tout le côté affirmé, le caractère bien trempé du basque, en s'inspirant aussi des codes de consommation actuelle au niveau des produits de ce type. Donc, on a représenté une jeune femme farouche, pleine de caractère pour exprimer cette signature qui était aussi un slogan. Alors, ensuite, on va passer à la conception-rédaction dans le digital. Alors, dans le moindre recoin du digital, vous trouverez de la conception-rédaction, que ce soit au niveau des publicités digitales, des réseaux sociaux ou même dans la création de votre site internet. Une chose est sûre, c'est que la conception-rédaction sera un atout majeur dans le déploiement de votre stratégie digitale. En effet, la conception-rédaction saura vous accompagner à différents niveaux, que ce soit pour prendre la parole tout en respectant les codes du digital, ce qui est très important, que ce soit pour véhiculer l'image de votre entreprise, communiquer sur votre positionnement ou vos valeurs,
produire, ce qui est très important également, un contenu qualitatif ou adapter votre discours en fonction de votre cible. Bien entendu, l'aspect visuel sera toujours important au même titre que la conception-rédaction. Mais voilà, c'est vrai que les mots, l'utilisation des bons mots et de mots impactants fera toute la différence. Ce qui est important aussi de préciser, c'est que le digital implique que votre concepteur-rédacteur soit spécialisé en web. Parce que le digital est un secteur très particulier qui a ses propres codes, donc vous n'utiliserez pas les mêmes mots ou les mêmes codes, que ce soit en print ou en digital. Alors, dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que le community management? Ça signifie littéralement la gestion de la communauté, mais il est important de préciser que dans le community management, il n'y a pas que la gestion. Il faut avant tout préparer une stratégie de community management qui regroupe l'analyse des performances de vos réseaux sociaux, l'étude de la communauté, des tendances, etc. Et il faut également créer une ligne éditoriale avec le concepteur-rédacteur. Souvent, dans les réseaux sociaux, l'accent est mis sur l'aspect visuel des publications au détriment du wording. Sauf qu'un post sur les réseaux sociaux est composé à 50-50 par la partie visuelle et la partie textuelle, l'une étant aussi importante que l'autre. Donc, quel sera le rôle de la conception-rédaction dans la performance d'un post? C'est simple. Si le visuel est très soigné, le wording doit l'être tout autant et doit attirer l'attention de l'internaute. Pour ce faire, il faudra faire très attention au ton employé, mais également à l'ensemble des mots, des abréviations, des anglicismes, des néologismes ou des champs lexicaux utilisés. Il faudra excuse-moi. Il faudra adapter donc votre discours en fonction du contenu publié, des réseaux sociaux utilisés, mais également de votre cible, qu'elle soit B2B ou B2C, le langage ne sera pas le même, jeune, moins jeune, en fonction de la profession exercée, des hobbies. Et l'utilisation des bons mots également permettra d'améliorer la performance de votre publication grâce aux hashtags utilisés. Plus les hashtags utilisés sont appropriés à votre publication, mieux sera la performance de votre publication. Donc, par exemple, pour cette publication, pour un jeu concours de la maison Théas, il y a eu un travail, que ce soit au niveau du wording et du visuel, pour attirer et retenir l'attention de l'internaute. Donc là, on voit très bien que les champs lexicaux utilisés, ça sera celui du fait maison, de l'amour de la terre, de la qualité, du caractère unique, du local français pyrénéen également, donc avec les étiquettes produits, de la tradition, du territoire, du patrimoine. Voilà. Ensuite, pour des publications, par exemple pour l'Usardiden, donc c'est vrai que pour une station de ski, il faut un contenu qualitatif et qui fait rêver. Donc là, c'est vrai qu'on a un contenu très lumineux, très attractif, avec des paysages et des personnes également mises en situation. Et il faut un rédactionnel du coup qui colle à cette image, donc avec un champ lexical très spécifique, que ce soit au niveau de du caractère magique et magnifique des paysages de la station. C'est surtout que la destination de Luz Ardiden, enfin Luz, pays de lumière, puisqu'il travaille en fait avec l'office de tourisme, mais l'accent en fait au niveau de sa com sur justement la lumière de cette vallée. C'est pour ça que du coup tous les visuels et les textes qui sont exprimés indiquent renforcent plutôt cette identité-là, ces idées qu'ils veulent faire passer autour de la vallée de la lumière. Donc ici, on a aussi deux autres exemples de publicité. Sur celle de gauche, le wording tutoie l'internaute, donc ce qui tend à l'interpeller vraiment et à l'impliquer davantage dans la publicité. Tandis que celle de droite, on va jouer sur le caractère gourmand du produit et sur ce qu'on retrouve sur Facebook. Parce qu'en fait, on ne le voit pas très bien, mais McDo dit de loin la meilleure info que vous apprendrez sur Facebook aujourd'hui, parce qu'ils savent très bien, et ils jouent avec le réseau, que les gens vont sur Facebook pour s'informer, pour s'amuser, pour passer le temps. Donc voilà, ils captent l'attention en donnant textuellement une information qui parle aux gens et par un visuel gourmand qui donne envie. Alors ensuite, on va rentrer un peu plus dans le détail, donc au niveau de la publicité digitale.
Il y a quantité de publicités digitales qui existent, que ce soit donc des Google Search, des Google Display, des publicités sur les réseaux sociaux. Donc, outre la définition des paramètres de votre publicité, il faudra faire attention donc à votre rédactionnel. C'est ce qui va permettre de différencier deux publications à visuel équivalent. Tout se jouera dans le rédactionnel pour interpeller votre cible, sachant que la tâche n'est pas forcément très aisée. Comme nous sommes assez limités en termes de rédaction, il faudra donc réduire comment dire, votre message en une ou deux phrases maximum. Et du coup, savoir utiliser les bons mots pour être impactant. Donc là, vous voyez des publicités, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook. Vous avez très peu de wording et c'est ce qui va vous permettre de cibler et d'interpeller au mieux votre public. Donc là, ce sont des publicités sur, pareil, sur Google. Donc vous avez à gauche des Google Search et à droite des Google Display. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'en Google Search, vous n'avez pas de visuel, donc tout se joue sur les mots, alors que sur le display, vous aurez une image qui vous permettra d'attirer déjà l'œil de votre cible et ensuite un discours impactant mais court. Ensuite, nous avons la newsletter. Donc, qui peut être un support très utile, bien évidemment, que ce soit en termes de contenu, mais également en termes de qualification de votre base de données. Le contenu doit être extrêmement bien soigné. Il faut un objet de mail très impactant, une qualité rédactionnelle et des sujets en adéquation avec votre cible, la présence de titres et de sous-titres pour aider et fluidifier la lecture, des boutons call to action pour aller plus loin et une simplicité rédactionnelle. Évidemment, bien évidemment, la mise en page va vous permettre de mettre tout votre contenu rédactionnel en avant et faciliter du coup les call to action. Donc là, par exemple, pour l'entreprise Parat, nous avons dû créer une newsletter. Donc nous avons défini, trouvé le nom de cette newsletter, donc Parat et moi. On a joué un peu sur le sens du mot moi. Ensuite, nous avons dû créer des rubriques. Alors, ce n'est pas chose aisée avec l'entreprise Parat parce que l'entreprise exerce 5 métiers différents, 4 métiers différents. Il y a un drôle de bruit là. J'ai l'impression que quelqu'un est pas bien. Oui, oui. Non, je pense que quelqu'un a dû réouvrir son son. Apparemment, Sylviane, tu peux couper en fait les sons de tout le monde, c'est ce que disait Emeline. Ça faisait un peu film d'horreur. Hein. Dommage. C'est pas faux. Je me suis retournée plusieurs fois. Hein. Ou alors quelqu'un qui est en train de marcher, peut-être. Oui, c'est ça. Je pense en mobilité, effectivement. Du coup, parce que je vois que l'heure tourne et je pense que les personnes... on va passer les exemples du coup pour la newsletter. Oui, donc là, voilà, des exemples de newsletter aussi avec souvent un texte assez court. Le sujet, il a été choisi précisément en fonction de notre cible. Ouais. Et une phrase d'accroche avec des boutons aussi. Bon, on n'est pas en train de parler de la stratégie digitale, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on s'étale sur ça. Le sujet, c'est vraiment la conception-rédaction. Oui. Une newsletter de stratégie aussi qui est, que nous, enfin personnellement, je la lis beaucoup parce qu'en fait, il y a toujours des sujets qui peuvent être intéressants. Elle est très, très riche et à chaque fois, le titre permet de cliquer ou pas. Les sujets sont bien choisis et c'est vraiment important de savoir comment on rédige ces textes, aller vite à l'essentiel et une phrase d'accroche. Hein. Dans la presse People, par exemple, ils sont très forts pour ça. Faire acheter le magazine. Il y a toujours des belles petites punchlines sur la couverture du magazine. Donc ensuite, la conception rédaction dans le site web et les blogs. Donc l'aspect rédactionnel est très important là aussi dans ce type de support web. Elle aura un double objectif.
déjà produire un contenu rédactionnel au service de votre storytelling pour susciter donc des émotions chez l'internaute et surtout l'inciter à rester sur votre site. Il ne faut pas oublier que votre site internet est vraiment votre vitrine digitale et doit correspondre à 100% à votre ADN. De plus, l'internaute, quand il se rend sur un site internet, il est à la recherche d'une information claire, précise, actualisée et disponible instantanément. Donc, vous devez lui proposer un contenu rédactionnel de qualité pour, d'une part, satisfaire sa curiosité et d'autre part, le convaincre de rester sur votre site. Parce que si l'expérience lui plaît, il pourra alors sauter le pas et vous contacter pour une demande de renseignement ou autre. Mais l'aspect rédactionnel aussi aura un autre objectif, ça vous permettra de déployer votre stratégie de référencement naturel. Parce que pour être vu par Google, il vous faut un contenu textuel attractif, actualisé, pertinent et pratique. Plus votre contenu rédactionnel satisfera Google et plus vous gagnerez en visibilité sur ce moteur de recherche. Donc là, ce sont des exemples du site internet de l'Agnolet des Pyrénées que nous avons refait cette année. Ensuite, nous avons le site également de la ferme de l'Enclave dans lequel nous avons d'une part vraiment traduit son storytelling et ses valeurs sur le site internet, mais également mis en avant ses produits pour la partie boutique en ligne. Et ensuite, vous avez des articles que nous avons rédigés pour notre site internet où il y a une recherche de thématiques et de sujets qui pourraient correspondre à notre cible et l'y intéresser. Donc, un contenu utile et personnalisé en quelque sorte. On va passer vite sur le print. Donc, quels que soient les supports, la conception rédaction et la direction artistique sont cruciales. Pour une carte de vœux, un flyer, un magazine, un dossier de presse, le rédactionnel et le design sont aussi importants. Un flyer peut avoir une vocation commerciale, mais ce n'est pas une suite d'arguments. Il faut savoir les présenter et donner envie de connaître votre marque. Là, je vous ai donné l'exemple de la carte de vœux de l'agence où il faut toujours trouver forcément un concept derrière une idée. On veut faire une carte de vœux, ouais, ok, mais qu'est-ce qu'on y met dedans? Donc là, on est parti dans l'idée de faire une route des territoires où on offre à nos clients la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner un reportage vidéo chez eux. Canon, c'est canon, c'est une super idée. Ouais, on aime bien ouais. hein. Ouais, non, mais c'est pas évident. Hein. Ces histoires des vœux, que ce soit pour les entreprises ou les agents, c'est pas évident. Ouais. Donc, mais là, du coup, voilà, on leur chouette. Un reportage, un tirage au sort pour avoir un reportage photo ou vidéo, voilà, dans leurs locaux, pour les valoriser et du coup valoriser les territoires. Là, ça reste cohérent avec du coup le positionnement de l'agence et ce qu'on exprime et nos clients aussi, parce que du coup c'est pas à nous qu'on parle, c'est à eux. Là du coup la plaquette de la maison Théa, c'est une plaquette qui donne à des clients ou prospects, et sur cette plaquette il a fallu faire rédiger en fait et mettre à plat, mais de façon synthétisée, leur storytelling. Donc raconter un peu l'histoire de Brice Théas, où là bon, on a inventé un peu sa vie, hein, mais il l'a validé quand même, où il faut faire rêver le consommateur et lui donner l'impression que cette marque-là, elle est vraiment, elle est vraie, elle est authentique et qu'il peut lui faire confiance. L'Agnolet des Pyrénées, alors là par exemple, c'est un dossier de presse. Alors un dossier de presse, c'est vraiment un document informatif. On n'est pas dans la grande créativité, mais les journalistes reçoivent tellement de dossiers de presse, tellement d'informations, qu'il faut quand même aussi arriver à leur déclencher un peu l'envie d'aller plus loin et de lire ce qu'on leur envoie. Donc là, on s'est appuyé sur le côté un peu gastronomie, les chefs, etc. Du coup, les Pyrénées font le régal des plus grands chefs, où à l'intérieur, on va retrouver des informations sur la filière, sur les chefs aussi, comme par exemple Cédric Béchade, qui est connu dans le sud-ouest pour être un bon chef, et on a mis une recette, parce que parfois, les journalistes nous demandent des recettes à publier. Pour la ferme Le Bella, ben c'est pareil, que ce soit un dépliant ou un argumentaire à destination d'un chef de rayon, il faut quand même être créatif, il faut quand même trouver des petites phrases qui accrochent l'œil pour séduire la personne qui va lire le document.
La communication interne, alors souvent c'est un peu le parent pauvre de la communication, on le fait un peu par défaut, alors qu'on peut être très créatif quand on parle à ses salariés, on peut leur donner envie de vraiment se sentir plus fier encore de faire partie de l'entreprise. Le MAG, par exemple, c'est un journal qu'on a créé avec une petite baseline pour indiquer ce qu'on pouvait y retrouver dedans. Et là, le concepteur-rédacteur, il faut qu'il crée des thèmes, qu'il va trouver des contenus et à bien les rédiger en fonction des personnes qui vont le lire. Soit on est sur un jargon qui est technique, soit un jargon populaire. Voilà, tout ceci est vraiment le travail du concepteur-rédacteur. Une newsletter réalisée pour NP, où là, on a trouvé le nom, il a fallu définir des thématiques, les contenus, faire les interviews et la rédaction des contenus, où à chaque fois, il faut avoir en tête à qui on parle. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes qui viennent de l'événementiel aussi, donc elles ne vont pas me contredire. L'événementiel, c'est déjà très chronophage, très compliqué. Et en plus, il faut être créatif et maîtriser tout ce qu'il va y avoir autour de l'événement. Donc, trouver un concept. Par exemple, Red Bull, leur philosophie, c'est la boisson énergisante, du coup, qui vous donne la pêche. Et tous les événements qu'ils organisent, en fait, sont raccord avec leur positionnement. Pour les 5 ans de l'agence, il y a 2 ans, il fallait trouver une façon assez humoristique de dire qu'on n'était pas très vieux et qu'en même temps, on voulait fêter déjà notre anniversaire. Donc, on a trouvé en fait cette petite identité J'ai 5 ans qui fait un peu enfant pour se moquer à la fois de nous et puis en même temps dire qu'on était là. La thématique de cet événement était le storytelling et le territoire, où on a créé toute une série de documents, dont une brochure qui explique ce qu'est le storytelling et qui met en avant celui de nos clients. Réaliser des partenariats avec des marques, ça implique forcément créer une opération. Donc, l'opération, elle peut être un pourcentage de réduction, mais du coup, quand on est créatif, on essaie toujours de trouver une façon créative d'amener cette opération-là, qui s'appelle du coup Touche sur les desserts et qui consistait à faire gagner des forfaits de ski. Cette opération-là, elle devait en fait répondre et à la clientèle de la marque Casobon et à la clientèle de Luzardiden. Et donc, l'univers qui s'est créé autour devait correspondre à ces deux cibles. Autre événement, la Battle des chefs, qui est un événement qui est plus virtuel que réel, qui en fait mettait en compétition des chefs bordelais qui devaient créer une recette et on l'a partagée sur les réseaux sociaux et les internautes votaient pour la meilleure recette. Un support, qui vraiment est un support qui nécessite beaucoup de créativité. On est parti de zéro, on n'avait pas de brief, juste le client voulait faire un événement dans sa boutique et inviter les parents avec ses enfants. Donc, on a créé en fait un livret pour les enfants qui raconte en fait l'histoire de la création, la torréfaction, d'où vient le café, comment il est fabriqué. Et on a inventé des personnages en s'inspirant aussi de ce que les parents pouvaient connaître. Comme par exemple, là, on a le jaguar qui s'appelle Mick Jaguar. Et on a tout inventé, en fait, le nom des personnages, les jeux qu'on pouvait y retrouver et les illustrations ont été, bien sûr, travaillées en binôme avec la conception-rédaction. Hop, Mick le Jaguar, c'est génial. Ah, ouais. Il y en avait d'autres encore, des noms comme ça, c'est pourri. Hein. Mick Jaguar. Et Monsieur Gascon qui nous raconte du coup l'histoire et qui nous fait traverser dans cette aventure avec lui. Alors, la ferme de l'Enclave, qui a toujours son petit humour avec l'envie en rose, ils ont voulu en fait organiser des soirées apéro pour leurs clients sur les réseaux sociaux. Donc, on est parti sur les soirées After Pork avec les petits rendez-vous cochons. Et là, pareil, du coup, cet événement, il est sur les réseaux sociaux, mais aussi réel. Bon, avec le Covid, c'est pas allé plus loin. Mais du coup,
n'importe quel événement doit nécessiter forcément de la créativité et de la conception-rédaction. On a terminé, donc on est un petit peu dépassé. Non, mais t'inquiète, t'as bien accéléré sur la fin, ouais, c'est fin. Mais non, c'était top. Et ce que je retiens aussi, parce que là, vous avez en très peu de temps quand même, hein, vous avez parcouru plein de leviers d'univers et même d'univers de marque. Et ce qui est important aussi, je pense, au niveau ce que je retiens aussi, c'est de bien définir sa tonalité. Parce qu'en fait, là, par exemple, Ferme de l'Enclave, tu le disais, c'est une tonalité d'humour, proximité, un petit peu décalé, etc. Bien évidemment, en fonction de ta tonalité, tu ne vas pas faire la même chose et en fonction des cibles à laquelle tu t'adresses. Oui. C'est vrai que c'est aussi beaucoup un travail, on le voit dans ta présentation, qui mixe la conception-rédaction, mais aussi le travail visuel, le travail d'image, qui est aussi normalement le fameux duo avec une direction artistique, ou en tout cas avec des équipes de graphisme. Donc l'un ne va pas sans l'autre aussi. Donc c'est vrai que la conception-rédaction, elle est essentielle et souvent, effectivement, ce qui est valorisé, c'est le travail artistique ou visuel, moins le travail exactement, rédactionnel. Après, je trouve qu'avec les réseaux sociaux, c'est quand même redevenu au centre de la réflexion parce que aussi par rapport aux besoins sur les réseaux sociaux, par rapport à ta ligne éditoriale, par rapport, vous l'avez dit, en fonction de quel réseau, comment tu communiques et comment tu parles, comment tu t'exprimes. Tous les codes aussi du social media, donc les hashtags, les emojis, etc. Il y a tellement de choses en fait à prendre en compte que le travail rédactionnel finalement redevient aussi, je pense, une problématique pour les entreprises, pour les institutions, etc. Si j'ai un conseil à donner, parce que je crois qu'il n'y a que très peu d'agences qui participent à la visio, la rédaction, c'est vraiment un métier. Il faut vraiment la confier à son agence si vous ne pouvez pas, parce que souvent, on a des clients qui nous disent « le budget est trop élevé, on va vous fournir les textes pour le site Internet ». Seulement, pour un site Internet, il y a aussi une stratégie de mots-clés qui est mise en place. Il n'y a pas que de la rédaction. Et du coup, il y a des métiers comme ça qu'il vaut mieux en fait confier à l'agence qui t'a payé un peu plus cher parce qu'on est sûr derrière qu'elle va réussir à traduire plus facilement que nous, à faire la différence tout en respectant nos valeurs. Et ça, c'est important. Moi, je vois les mots comme des visuels. Là, par exemple, dans le travail de création d'un nom de produit, souvent le directeur artistique va trouver le mot pas très joli visuellement. Donc, on peut le retravailler un peu. Les mots, en fait, sont porteurs de valeurs, de sens, mais aussi visuellement expriment des choses. Complètement. Et ça va du début jusqu'à la fin du développement d'une entreprise. Dans le parcours de la communication, on ne parle pas d'écrire des mails, mais vraiment de s'exprimer à des professionnels ou à des consommateurs jeunes, moins jeunes. On ne va pas utiliser les mêmes mots. On a tendance souvent les clients ont tendance à vouloir beaucoup, beaucoup expliquer, alors qu'en fait, on pourrait en une phrase arriver à exprimer ce qu'ils veulent dire. Mais du coup, le consommateur, il va passer à côté parce qu'on va se perdre en fait dans des explications et du coup, il ne sait plus ce qu'il doit en retenir. C'est tout le travail d'une agence. Surtout dans la surmédiatisation dans laquelle aujourd'hui les gens sont. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques parmi les participants ou des remarques ou des envies d'échanger sur le sujet ou sur un point de vue ou sur quelque chose que vous avez vu? N'hésitez pas. En plus, tu finis par le dernier qui présente de la bonne charcuterie. C'est rude à 13h. Pardon, je crois qu'il y a quelqu'un qui moi une question, si je peux me permettre. C'est passionnant comme présentation, vraiment. Il y avait une question ou Oui, Karine de Belmont, Hélioparc. Moi, j'avais une question pour toi, Catherine. Karine. Salut. On n'a pas abordé le sujet de l'importance du storytelling et du brand content, notamment
lorsqu'on est sur un marché plutôt B2B, de positionnement en tant qu'expert pour essayer de prospecter Oui, et du coup de transformer des des prospects. prospects en C'est vrai clients. que c'est Mm. des méthodes qui marchaient énormément, quoi. Oui, effectivement, quand tu vas plus en fait, mais d'ailleurs c'est le cas dans la vie, dans ta vie, hein, plus tu sais qui te parle et plus tu peux être, et mieux tu peux être séduit. Quand une entreprise en fait définit pas bien son storytelling, son histoire, bah, du coup en face, quand c'est pas très clair ce qu'elle exprime en face, comment c'est compris, c'est pas non plus très clair. Donc quand on veut en fait aller prospecter des clients et qu'on sait bien en plus à qui on va parler, raconter son histoire de façon très claire et synthétique et toucher sa cible, ça va permettre plus facilement de déclencher l'achat, le demande de rendez-vous, l'entretien. Voilà, c'est vraiment et souvent en fait ce travail-là il n'est pas fait. Souvent en fait on a des clients qui nous disent bah, moi je vends quand même, ça fait longtemps que j'existe. Bon, si j'avais besoin de faire du storytelling, je le saurais. Et pas du tout, même s'ils existent depuis 30 ans, parfois ils ne savent pas comment parler d'eux. Les gens, ils se fient en fait à leurs clients fidèles, mais pour aller chercher des prospects, c'est pas les clients fidèles qui vont les aider, c'est la façon dont il va parler de lui, dont elle va parler d'elle ou il va parler de lui. Et cette histoire-là, il faut savoir la raconter, bien la raconter. Hein. C'est comme quand on veut draguer quelqu'un, on va pas lui présenter les choses sous son plus mauvais jour, on va essayer de raconter, de lui vendre du rêve. C'est pareil pour une entreprise. Et surtout que quand tu commences à creuser dans les histoires des entreprises, tu as plein de matières en fait. Tu as Oui, plein d'histoires, le côté histoire, mais il y a parfois des anecdotes, il y a parfois des... Quand, je sais pas si quand certaines personnes en étaient aux ateliers visites chez Tissage Moutet, il y avait vraiment plein d'anecdotes dans le parcours de cette entreprise qu'ils ont mis justement en valeur dans le cadre d'une exposition et qui étaient hyper intéressant à travailler en fait et à valoriser. et souvent en fait quand les clients nous parlent, ils nous disent des choses et on se dit mais attends, mais c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. Il faut l'écrire, il faut le raconter parce qu'en fait eux ils sont plus dans l'action, ils sont tous les jours là-dedans, ils ont l'habitude, ils savent, mais ils pensent pas forcément, ils n'ont pas le regard extérieur et c'est ce que l'agence elle amène souvent aux clients. On va pas forcément on va pas mettre en lumière en fait les choses qui sont pas intéressantes. On va s'appuyer sur leurs valeurs et sur leurs points forts. Ils l'ignorent souvent eux-mêmes, hein, ces points forts-là. Ils les ignorent. Exactement. Donc il y a tout un travail aussi en amont, parfois au moment d'un brief et les échanges sur brief qui sont super importants pour justement identifier toute cette matière que peut-être l'entreprise, hein, que ce soit en B2C ou B2B, n'a pas conscience finalement de la valeur en traitement de communication et éditorial. On est dans un monde de séduction, hein, donc que ce soit en B2B, en B2C, pour arriver à attirer quelqu'un, il faut qu'il soit séduit. Pour le séduire, il faut mettre en avant ses points forts. Tout à fait. Je crois que Laure, tu avais dit un petit mot, mais ça c'est. Oui, absolument. Donc, je ne suis pas dans une agence, comme vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est Safran Helicopter Engines, donc Oui. on n'est pas tout à fait dans les mêmes modes de fonctionnement. Cependant, déjà, cette présentation était passionnante. Certes, alléchante, mais passionnante. Et l'importance du bon mot, c'est mon métier au quotidien, puisque je suis responsable éditoriale. Oui. Et dans le raisonnement que vous avez, je retrouve beaucoup des raisonnements qu'on peut avoir dans l'éditorial en entreprise. C'est certes, on ne touche pas les mêmes publics, mais finalement, effectivement, on a des réseaux sociaux internes, des intranets qui fonctionnent comme les outils externes. Après, on a vraiment la problématique sur des textes plus longs à réussir à embarquer les salariés et à les passionner. Parce qu'évidemment, quand on parle de projets d'entreprise qui sont suffisamment complexes, on ne peut pas le faire en quelques lignes.
Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma problématique principale. J'aimerais vraiment pouvoir passionner mes lecteurs sur un projet de transformation industrielle avec que quelques lignes, mais c'est absolument pas possible. Et comme vous disiez, le client veut beaucoup parler souvent. Donc ça reste une vraie problématique pour nous. Après, ce qu'on a Si fait, vous nous, avez des pistes, je suis preneuse. ce qu'on a déjà proposé au Tourmalet à l'époque, il y avait un gros problème de communication interne, ce qui n'est pas votre cas, mais on leur a proposé de faire un audit et d'interroger les gens, de les faire parler. Et du coup savoir qu'est-ce qui vous intéresse en fait au quotidien, comment vous êtes impliqué dans votre entreprise, quels sont les sujets que l'on pourrait aborder qui vous intéresseraient. Donc ça a permis du coup de dresser déjà des types de supports, des thématiques, des moments aussi, parce que du coup il y avait des personnes qui exprimaient le besoin d'avoir des informations de la part de l'entreprise plus souvent. Et on a fait aussi au sein de chez Sarat un audit de communication pour savoir qui déjà serait éventuellement participant dans la communication interne, parce qu'il y a des personnes aussi, vous pouvez avoir la responsable de la communication interne, il y a peut-être des personnes dans l'entreprise qui pourraient avoir un rôle aussi, qui pourraient donner des idées. Ça peut être par exemple un journal interne où sur un numéro, on va mettre telle équipe dessus, qui va y travailler, qui va le valider du coup avec la chargée de com. Ça peut être aussi faire participer, en fait, donner un questionnaire et faire participer les personnes pour trouver des thématiques différentes, aménager peut-être certains thèmes qui ne sont jamais abordés. Ça peut être un zoom sur un salarié, des choses comme ça. Alors, ce sont des choses qu'on a faites, oui, interroger les salariés sur les sujets qui les intéressent, mais cependant, on a quand même des communications institutionnelles à faire passer. Ce sont bien évidemment celles-là qu'on a le plus de mal à rendre attractives, malgré les mots, les images. Oui. Alors, ça reste des infos descendantes, quoi. Ouais. Là, après, il y a d'autres choses encore qui rentrent dans la communication interne. C'est vraiment passionnant la com interne, mais c'est souvent lié à d'autres paramètres qui peuvent échapper complètement aux responsables de la com. Ça peut être aussi la philosophie de l'entreprise, ça peut être le management. Il y a d'autres choses, d'autres leviers. Ça peut être aussi la surcharge de travail des salariés, qui peuvent expliquer parfois le manque d'engagement. Que les supports de communication interne, même s'ils sont super bien faits, ne suscitent pas autant d'intérêt que souhaité. Merci Catherine. Merci à vous tous. Eh bien, merci à tous. On a des petits messages au fur et à mesure. Merci beaucoup, très intéressant. Bravo Catherine, bravo Anaïs aussi. Donc, du coup, Catherine, je récupérerai donc la présentation. Je l'enverrai à tous et je mettrai bien sûr Catherine en copie, comme ça vous pourrez vous contacter si besoin. Merci encore donc pour votre présence et surtout pour le travail, Catherine et Anaïs. Et donc pour information pour les adhérents, donc bientôt vient le temps de l'Assemblée Générale 2021. Ceux qui sont adhérents ont dû recevoir le mail conviant bien sûr en visio, compte tenu encore du contexte. Et pour information, je passe moi la main du relais du pilotage de l'entité 64 de la PACOM à Karine, qui est présente aujourd'hui. Voilà, donc qui va reprendre le flambeau, mais qui connaît déjà parfaitement notre mode de fonctionnement. Et puis, l'idée de proposer donc des ateliers sur des thématiques qui vous intéressent aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire part des thématiques qui vous intéresseraient de développer. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Merci Delphine. Oui, c'est ça. Si vous avez des sujets, effectivement, moi, je suis preneuse. Voilà, donc du coup… Pas de souci. Alors, c'est bizarre, tout bouge. Et donc, du coup, j'ai un truc. Moi, j'ai arrêté de partager l'écran. Ah, c'est peut-être pour ça, d'accord. Du coup, j'ai des noms au sujet de la réunion, etc. Bon. Et oui, carrément. Donc, proposer des thématiques. Et puis, pour l'instant, dans le futur, en mode visio, dans un premier temps. Et puis ensuite, quand on le pourra, on reprendra les ateliers avec des intervenants, quand c'est possible pour eux, qui font donc sur Pau et puis sur Biarritz, pour effectivement donner accès aussi au même contenu des deux côtés de nos beaux territoires. Voilà. Un petit mot de conclusion, Catherine, ou c'est bon?
Je suis contente d'avoir pu parler de ce sujet-là parce que c'est Ouais. quelque chose qui me passionne déjà. Et je pense que ça permet aussi de remettre un petit peu plus en tête les contenus et les idées sont importantes. Il n'y a pas que le graphisme. Voilà. Donc j'espère que j'ai apporté des informations nouvelles aux personnes qui ont participé à la visio. J'enverrai évidemment le document qu'on a présenté par la suite. Je te le fais passer à Delphine, c'est ça? Je te le fais passer directement? Exactement. Et je l'envoie à tout le monde et je vous mets en copie. Ok. Et je remercie tout le monde d'avoir été attentif et d'être présent. Eh ben, merci à toi. Bon appétit pour ceux qui Merci. ont leur déjeuner. Bye bye. Et puis à bientôt. Merci infiniment. Au revoir. Merci Catherine. Au revoir. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.